Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire en direct et enregistré organisé par l'EICP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com et je suis ravie de vous accueillir ce soir en présence de Jean-Luc. Non, c'est pas Jean-Luc ce soir, mais c'est Julien Levavasseur. Bonsoir Julien. Bonsoir Nada, bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Merci de ta présence encore une fois ce soir et merci de co-animer cette nouvelle session. Je remercie également Bisense, la plateforme de référence en veille sur la e-santé qui soutient le webinaire de ce soir. Je remercie l'ensemble des participants qui se sont inscrits et qui sont présents ce soir, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient professionnels de la e-santé, médecins, institutionnels, professeurs, connectés depuis la France et depuis l'étranger pour assister à cet échange autour des déserts médicaux et pour faire un zoom sur le dernier ouvrage de Corinne Isnarvanis, qui est néphrologue au sein de la PHP. Bonsoir Corinne. Bonsoir Nada, merci de cette invitation. Merci beaucoup de votre disponibilité et de votre présence, en présence également de Olivier Babinet. Bonsoir Olivier, vous êtes manager d'établissement de santé et vous avez co-rédigé cet ouvrage d'exception. Bonsoir Nada, bonsoir Julien, bonsoir à toutes. Merci à nouveau de votre présence. Alors aujourd'hui nous fêtons un presque anniversaire, ça fait 1 an moins un jour qu'on vous a reçu pour un webinaire au sujet de la e-santé. Donc, c'était la e-santé en question. Aujourd'hui, vous avez répondu à notre invitation pour parler des déserts médicaux, pour commenter quelque part votre ouvrage qui met l'accent sur les déserts médicaux. J'aurais une première question à vous poser. Donc, 1 an après cet ouvrage de la e-santé, vous sortez ce nouvel ouvrage. Pourquoi avoir choisi ce thème des déserts médicaux pour le publier aux éditions IG? Peut-être Corinne pour commencer? Merci Nada et Julien de nous accueillir pour débattre de ces questions. Alors pourquoi les déserts médicaux? C'est un vieux serpent de mer, on pourrait dire, les déserts médicaux, on en parle depuis des années. On a eu l'impression que le temps était venu de redéfinir, de réfléchir ce concept, parce qu'on voit bien quand même qu'on n'a pas résolu les déserts médicaux tels qu'on essaye de s'y attacher depuis quelques décennies. Et donc, on va le développer davantage, mais on va rentrer davantage dans les raisons qui nous ont fait réaliser à quel point l'année qui vient de s'écouler, quand même, qui a été très particulière, et on y reviendra, a mis en évidence de nouvelles formes de déserts médicaux. Et en tout cas, ce qu'on a voulu faire ici, c'est se poser la question, finalement, de manière beaucoup plus large de ce que sont les déserts médicaux, peut-être pour redéfinir cette idée, et la redéfinir de façon beaucoup plus vaste, peut-être en proposant une définition comme simplement l'inadéquation entre les besoins de santé d'aujourd'hui et l'offre de santé. Et pourquoi redéfinir ce concept? Peut-être parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver davantage de solutions. Voilà. C'est-à-dire que si on parle des déserts médicaux et qu'on reste centré sur une vieille idée des déserts médicaux, on va l'aborder immédiatement, mais on a envie de parler des déserts médicaux géographiques. Et aujourd'hui, pour nous, le sujet est bien plus vaste que ça. Merci Corinne pour cette mise en perspective. On va tout de suite passer à la question. Je me tourne du coup vers Olivier par réciprocité, du moins dans un premier temps. On va peut-être commencer par le désert médical géographique. Quels sont aujourd'hui les territoires les plus concernés en France? Merci Julien. Donc là, on rentre dans le vif du sujet avec on va dire la première définition, celle qui est la plus connue en fait par l'ensemble des personnes, qui est cette offre médicale insuffisante au regard des besoins de la population. Alors, les déserts médicaux, juste un chiffre, 1 commune sur 3. Il suffit de retenir ça, c'est-à-dire qu'il y a 1 commune sur 3 qui est concernée par les déserts médicaux. C'est beaucoup plus simple à retenir que de savoir si c'est X% de la population, près de 4 millions de Français qui sont concernés.
Donc, une commune sur trois, c'est énorme, c'est énorme. Et cette proportion pourrait perdurer en plus dans les années à venir. Alors, à rebours peut-être des idées reçues, en moins de 10 ans, dans l'Hexagone, c'est l'Île-de-France qui est devenue le premier désert médical de France, en perdant pratiquement 20% de ses médecins généralistes. Toutefois, si on élargit la France à l'ensemble de la France et pas simplement à l'Hexagone, il est important de préciser que les territoires ultramarins sont très concernés, affichent des chiffres encore plus préoccupants. Par exemple, à Mayotte, on a une densité médicale qui est 20 fois plus faible que dans l'Hexagone. Si on prend les DROM, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, elle est également très inférieure à la moyenne nationale. La Réunion est une exception parce qu'elle est plutôt bien pourvue, voire mieux que l'Hexagone, mais pour les MG. Par contre, on a le même problème pour les spécialistes. Et enfin, pour des raisons tout à fait différentes, pour des raisons d'étendue, de territoires qui sont très étendus, comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Là aussi, bien entendu, pour des raisons de multiples et d'extension très importantes, on se trouve également face à des déserts médicaux. Donc ça, c'est pour la localisation. Et sinon, un dernier point pour compléter la réponse. Ce qui est important et compléter la réponse de Corinne, c'est que dans les déserts médicaux, même géographiques, on a l'impression d'une étendue de terre inhabitée sur des kilomètres. En fait, le désert médical, géographique, même le géographique, ne s'applique pas simplement aux zones rurales, mais également à des quartiers dits urbains, dits sensibles, qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville ou QPV. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle même pratiquement uniquement de désert médical concernant les médecins. En fait, le désert médical, vu en tout cas de notre fenêtre, englobe l'ensemble des professionnels de santé et pas simplement les médecins. Donc, c'est une expression un peu commode, parce qu'elle est simple, elle est percutante, mais elle ne doit pas laisser penser que c'est seules les professions médicales au sens strict, médecin ou au sens large, à savoir médecin, sage-femme et chirurgien-dentiste, mais c'est également, du fait de leur pouvoir de prescription, l'installation des autres professionnels de santé, en particulier les infirmiers libéraux. Donc en fait, c'est l'ensemble du parcours de soins dans son intégralité qui est dégradé dans le cas des déserts médicaux. C'est vrai que c'est très surprenant ce que vous dites, Olivier, par rapport à l'Île-de-France. Ce n'est pas la première région qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, aujourd'hui, sur la base de ces critères, c'est réellement un désert médical. Et pourquoi les déserts médicaux géographiques progressent en France? Et puis, quel type de situations critiques vont créer cette perturbation, ce déséquilibre de prise en charge des patients? Je te laisse, Corinne, peut-être démarrer. Oui, alors pourquoi cette situation s'aggrave-t-elle à l'heure actuelle? Je pense qu'on est obligé de prendre en considération le fait que les besoins en santé ont énormément changé. On a une population aussi qui vieillit, donc quantitativement et qualitativement, les besoins en santé changent. On a beaucoup de patients qui vieillissent avec des polypathologies. Et donc, la médecine est devenue, d'ailleurs pas seulement dans le métier du médecin, mais donc pour beaucoup de professionnels de santé, la médecine s'est spécialisée. Et donc, il paraît totalement impossible à une personne de gérer toutes les pathologies de ses patients. Donc, je crois que le recours à d'autres professions et aux spécialistes est quand même très présent aujourd'hui. Et on a surtout une dimension encore plus importante qui est la nécessité absolue de la coordination des soins autour, en particulier des populations vieillissantes et qui présentent des polypathologies. Donc, en fait, on voit bien que avant, on avait peut-être, alors il y a quelques décennies, on avait peut-être un rôle peut-être plus grand à jouer du médecin généraliste qui prenait en charge une très grande partie des pathologies de ses patients à lui tout seul. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs le sens de l'organisation des soins est tout à fait celui-là, on va vers davantage de multidisciplinarité, davantage de coordination et de collaboration entre professionnels. Donc en fait, on a besoin de beaucoup de professionnels de différents métiers, partout et pour tout le monde.
Et alors évidemment, il y a aussi des questions autour de la démographie médicale, on peut en dire un mot, mais les conséquences sont majeures, hein, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui tous les jours des patients qui ne peuvent pas avoir un médecin généraliste parce que une grande partie des médecins généralistes ne sont plus en capacité de prendre de nouveaux patients, par exemple. Donc vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas de généraliste, et enfin, en région parisienne, en tout cas où je travaille, quelque chose qu'on entend tous les jours, c'est très difficile de trouver un médecin généraliste. Donc vous n'avez plus personne pour faire vraiment le métier fondamental qui est celui d'être l'interlocuteur principal d'une personne donnée. C'est évidemment un problème majeur à la qualité des soins que ne pas avoir accès à des professionnels. Merci Corinne. Du coup, aujourd'hui, c'est une question qui traverse le temps, qui traverse les années. Donc, on peut se poser la question suivante. L'État et les collectivités cherchent des solutions à ces déserts médico-géographiques depuis des années. Mais aujourd'hui, les solutions proposées sont-elles pertinentes? Je vous propose, Olivier, de tenter d'y répondre. À tenter, tenter, je dis en effet, c'est vraiment tenter. Euh, c'est en effet une affaire de décennies, hein, les réponses de l'État et des collectivités. Donc, si vous en êtes d'accord, on va séparer quand même les deux approches. L'État donne le cadre général de réponse, et les collectivités, on va dire de manière plutôt plus récemment, s'en sont emparées également, de manière très, très active. Alors, si on prend l'État, il y a eu pendant des décennies, en particulier, des incitations financières. On va dire au résultat, pour être gentil, plus que mitigé, avec de multiples dispositifs proposés. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je crois que tout le monde aujourd'hui est d'accord là-dessus. Et il y a eu un excellent rapport d'ailleurs du ministère des Finances là-dessus récemment, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, 2019 ou 2020, sur le sujet en disant voilà, ce fut un flop. En revanche, il y a des dispositifs plus récents qui sont portés en particulier par l'État sur 3 sujets. 1, sur la démographie médicale. 2, sur l'organisation du temps médical. Et 3, sur le maillage, le renforcement du maillage de l'offre de santé. Et en particulier, ces 3 sujets sont abordés dans les dernières mesures phares du plan Ma Santé 2022, qui va, vu de notre fenêtre en tout cas, dans le bon sens pour pallier les déserts médicaux. Si on les prend l'un après l'autre sur la démographie médicale, bon, il y a bien sûr la vraie fausse fin du numerus clausus, supprimé donc à la rentrée 2020. Sur le papier, ça devrait permettre un accroissement de 20% des effectifs de médecins formés, modulo près que ça sera dans une dizaine d'années, que rien dit que cette augmentation, cet accroissement va profiter aux médecins généralistes. Rien ne dit que ça va permettre de compenser la demande de santé qui est donc croissante. Et rien ne dit surtout que la liberté d'installation et les différences d'attractivité entre les territoires va permettre en fait de compenser cette demande médicale. Le deuxième, c'est l'optimisation du temps médical, parce que souvent on parle du nombre de médecins, mais en fait le vrai sujet, c'est le temps médical, à nombre constant ou pas. Et là, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui fonctionne. Et un des leviers, c'est la délégation de compétences. La délégation de compétences, on s'en aperçoit tous dans les établissements, qu'ils soient publics, privés. Il consiste en quoi? Il consiste à confier aux autres professionnels de soins, qui eux d'ailleurs montent une démographie positive, des tâches qui sont normalement dévolues aux seuls médecins. Et on a de belles réussites à cet actif en France. Si on prend les protocoles de coopération entre ophtalmologistes et orthoptistes, voire opticiens, ça a très bien fonctionné. On se retrouve aujourd'hui avec des délais de rendez-vous qui étaient catastrophiques il y a encore quelques mois, quelques années, et qui maintenant redeviennent un peu plus raisonnables. On a par exemple les IPA, les infirmiers à pratique avancée. On a les radiologues et les manipulateurs de radio depuis des années, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça fonctionne et que ça fonctionne remarquablement. Et puis a été renforcé ce week-end, donc on peut en parler, le statut de pharmacien correspondant, dont on a même parlé grand public, donc c'est intéressant, qui permettent de confier le suivi, l'ajustement des traitements aux patients chroniques. Alors ça existait depuis 2009, mais avec une procédure assez longue. Et là, il y a
Donc, c'est passé aux JO, donc récemment ce week-end, la possibilité aujourd'hui de renouveler des ordonnances. Donc ça, c'est un bon point. Et le dernier pour l'État, évidemment, il y a d'autres sujets, comme par exemple des postes d'assistants médicaux, etc. Bon, ça fonctionne cas à cas. En revanche, il y a un troisième sujet qui marche bien, c'est le maillage renforcé. Il y a eu pas mal de réseaux de santé depuis des décennies. Le dernier, c'est surtout les CPTS, donc les communautés professionnelles du territoire de santé. Pour faire simple, c'est une coordination en fait des professionnels de santé, donc une prise en charge coordonnée et pluriprofessionnelle sur les territoires, au plus proche des territoires. Il est prévu d'avoir 1 millier de CPTS qui maillent l'ensemble du territoire national d'ici l'année prochaine. Bon, on est à peu près à mi-chemin, un peu plus de mi-chemin aujourd'hui. Donc voilà, donc ça avance. Et ça avance plutôt pas mal. Je ne voudrais pas oublier sur le maillage également les hôpitaux de proximité qui sont labellisés et il est prévu d'en avoir 500 ou 600 et qui assumeront des missions hospitalières de proximité qui seront à l'origine de l'attractivité des territoires concernés. Ça, c'est pour l'État, donc il donne le cadre général national. À l'intérieur de ce cadre, les collectivités ont un rôle très important et à ce titre, la crise sanitaire a révélé en fait que vous avez vu la nécessaire et indispensable donc, rôle de proximité et de coordination joué au quotidien par les élus locaux, que ce soit au niveau des communes, des départements ou des régions. Et ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vis au quotidien, c'est extrêmement intéressant. Le premier sujet qui marche très très bien, c'est les terrains de stage. Donc, au-delà des incitations financières qui n'ont pas plus marché au niveau territorial qu'au niveau national, eh bien, par contre, le financement des formations de maîtres de stage universitaires, donc on appelle les MSU, ça marche très très bien. Les médecins sont enchantés d'avoir cette formation qui est financée. Ils sont enchantés de recevoir également des stagiaires, des internes, en particulier en libéral, dans leur cabinet. Et il y a une part non négligeable de ces étudiants qui restent ensuite dans le territoire. Et d'ailleurs, il y a comme quoi le lien national territorial fonctionne parfois bien, il faut le souligner, c'est qu'il y a une loi récente qui offre un cadre favorable, puisqu'il y a un stage d'au moins 6 mois en ambulatoire qui aujourd'hui est obligatoire dans les zones sous-dotées. Le deuxième sujet qu'utilisent pas mal les territoires, c'est les maisons pluriprofessionnelles, donc les structures professionnelles de santé, et en particulier les maisons de santé, en plus des centres de santé et des pôles de santé libéraux, qui permettent, si vous voulez, à l'ensemble des personnes de travailler en réseau. Donc là, c'est souvent des subventions mixtes, communes, conseils départementaux, ARS, qui ont permis une croissance absolument exponentielle des maisons de santé pluriprofessionnelles. Pour vous donner une idée, il y en avait une vingtaine il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on en a 1 millier. Donc, c'est vraiment, ça pousse comme des champignons. Le bémol qu'on a sur ce sujet-là, c'est que c'est bien de construire des MSP, d'avoir des financements là-dessus, mais il faut également qu'au moment du départ à la retraite des praticiens, que les MSP puissent survivre et continuer même à croître. Voilà, et le dernier point que je voulais aborder sur les territoires qui fonctionnent bien, c'est les offres de santé itinérantes. En particulier, il y a des bus de santé pour les gamins, pour les 0-6 ans en PMI, qui sont très très bien accueillis par les citoyens. Et également, on y reviendra peut-être, des cabinets mobiles, des cabinets médicaux mobiles, avec ou pas télésanté. Merci beaucoup, Olivier. Et c'est vrai que ça nous mène à une question qu'on se pose et que se posent beaucoup de participants parce qu'on en a reçu plusieurs dans le même sens. Et donc, comment la télésanté ou la e-santé peut-elle répondre à cette problématique de déserts médicaux? Est-ce qu'elle y répond vraiment et comment? Alors ça, c'est une question évidemment très importante. Alors il y a plein d'éléments pour y répondre. On pourrait dire que la télésanté telle qu'elle a été proposée jusqu'à la crise sanitaire est une piste, mais elle était cadrée, elle était dans un cadre tellement contraint que sans doute il y avait là déjà un questionnement autour de la façon dont on pouvait l'élargir. C'est-à-dire, on ne peut pas demander dans un territoire où il n'y a pas de médecin aux rares médecins qui sont là de faire en plus de la télésanté pour des patients qui ne sont pas leurs patients. Et donc la contrainte qui était liée jusqu'à présent au fait de pouvoir être en téléconsultation à condition d'être en lien avec son médecin traitant
de l'avoir vu une fois dans l'année, etc. Toutes les contraintes initiales liées à la réglementation autour de la téléconsultation médicale restreignaient considérablement ce champ. Le deuxième point, c'est que, à mon sens, c'est la télémédecine tout entière qui va être une ressource intéressante pour travailler sur la question des déserts médicaux, c'est-à-dire c'est aussi le télésoin avec la possibilité d'avoir pour des patients qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, des séances de kinésithérapie en visio, par exemple. C'est aussi la téléexpertise. On ne peut pas imaginer qu'on va vouloir en France ou dans n'importe quel pays d'ailleurs mettre des spécialistes partout sur tous les sujets. Et au sein des spécialistes, il y a des hyper spécialistes. Donc, on a plutôt l'impression que, en effet, on a là une source tout à fait passionnante de solutions qui vont pouvoir résoudre de façon très différente, suivant les environnements et les besoins, les problématiques rencontrées dans le cadre des déserts médicaux, quels qu'ils soient, et même au sens très large, et même au sens où nous, on les a décrits dans l'ouvrage, c'est-à-dire pas du tout seulement les déserts médicaux géographiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on est déjà prêt complètement à le faire, puisque évidemment, il va falloir qu'on élargisse et qu'on rende plus fluide et plus souple la possibilité d'utiliser ces solutions, premièrement, au plan réglementaire. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi des aspects tout à fait importants d'acceptabilité. Il faut que à la fois de la part des usagers, de la part des professionnels, on puisse s'approprier ces techniques, ce qui, mine de rien, n'est pas si simple et va nécessiter peut-être à minima de la communication, de l'information, mais aussi de la formation tout simple. Aujourd'hui, par exemple, dans le programme universitaire de formation des médecins, il y a très peu de choses sur les outils digitaux. Donc, les médecins qui sont formés aujourd'hui arrivent sur le marché dans 10 ans avec quasiment pas de formation sur les outils digitaux qui pourtant vont être à leur disposition. Donc, le télésuivi va être un outil absolument tout à fait pertinent pour pouvoir avoir des informations sur la vie d'un patient à domicile, un certain nombre de paramètres médicaux, les objets connectés. Et puis, si on va plus loin, l'analyse de toutes les données de vie réelle pour des tas de patients qui ont des maladies chroniques, éventuellement via des algorithmes et via des stratégies d'analyse et de prédiction tout à fait innovantes, vont être des outils qui vont collectivement transformer la façon dont on va interagir dans la santé et faire, à mon avis, totalement tomber la notion de distance dans beaucoup de situations. Voilà. Et en même temps, je pense qu'on a toujours des questionnements dans les deux sens sur l'accessibilité. Bien entendu, il y a des freins au développement des solutions digitales pour répondre aux besoins de santé de la population. Évidemment, il y a des freins qui sont liés à l'existence d'Internet, à la possibilité d'avoir un matériel, un smartphone, etc. Mais il y a des solutions pour ça. Donc, bien sûr qu'il va falloir encore travailler, progresser. Il y a encore des choses à transformer pour que tout ça soit très opérationnel. Mais on a l'impression qu'en substance, quand même, beaucoup des problématiques qui sont soulignées et qui sont soulignées comme des problématiques liées à des déserts médicaux, quels qu'ils soient, vont pouvoir trouver des solutions dans la télésanté au sens très large. Alors, j'imagine qu'Olivier, tu voudrais peut-être rebondir aussi un peu là-dessus, sur la télémédecine et la télésanté. Bon, écoute, la réponse, je pense, était assez complète. Je vais juste rajouter un tout petit point qui concerne, je pense, les collectivités, en tout cas pour lesquelles je pense qu'elles ont un rôle, c'est que dans les déserts médicaux, contrairement en fait hors déserts médicaux, en fait, quand vous êtes hors déserts médicaux et déserts médicaux, vous avez en fait une téléconsultation que nous appelons simple ou tout simplement B2C, donc business to consumer, où le patient, il contacte son médecin, il y a 150 plateformes pour trouver sa solution et il trouve en effet un moyen de téléconsultation. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux, c'est ce que nous appelons la téléconsultation assistée. Et là, les déserts médicaux ont besoin de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin en ambulatoire, en téléconsultation ambulatoire, d'accueillir le patient qui est un téléassistant parce qu'il y a des gens qui sont donc âgés, handicapés, en difficulté numérique.
matériel, qui n'ont pas le matériel, absolument, qui sont en difficulté numérique, pour une prise de constante, comme le disait Corinne, donc besoin de dispositifs médicaux connectés qui aujourd'hui ne sont pas encore, de manière provocante un petit peu, ne sont pas encore, parce qu'inévitablement ça va arriver, d'accord, ne sont pas encore à domicile. Et donc on a besoin d'arriver dans des lieux qui puissent accueillir. Et ces lieux d'accueil, aussi curieux que cela puisse paraître, ils peuvent être étiquetés santé, comme une officine, ou pas. Et en fait, les collectivités territoriales, en particulier les communes et les départements, peuvent tout à fait accueillir ce genre d'activité à l'intérieur de locaux. Et ils ont un rôle majeur dans la structuration et dans le financement de ce dispositif de téléassistance. Et pourquoi? Parce que pour trouver aujourd'hui, et je le vois avec beaucoup de multiples fédérations, associations, structures, elles n'arrivent pas à financer tout simplement les téléassistants parce que la CPAM aujourd'hui n'inclut pas une prise en charge suffisante pour qu'on ait des candidats à l'assistance à la téléassistance. Voilà. Et donc le modèle aujourd'hui n'est pas encore abouti dans ce sens-là. Donc là, il y a un rôle complémentaire, je pense, en particulier pour les collectivités, qui ne soit pas simplement justement dans le béton, mais qui soit dans la téléassistance et d'accueillir la population sur des lieux d'accueil. La transition est claire et précise. Si vous le voulez bien, Corinne et Olivier, nous allons passer à la deuxième partie de votre ouvrage qui balaye de nombreux autres déserts médicaux de manière innovante et originale. Nous allons prendre quelques exemples frappants, par exemple la crise sanitaire. C'est pour vous un désert médical. Pourquoi? Je vous propose, Corinne, de prendre concernant cette réponse afin d'éclairer l'ensemble des personnes présentes. On pourrait parler très longtemps de la crise sanitaire qui nous a appris énormément de choses. Elle nous a montré quand même que on pouvait très bien, on s'est rendu compte que finalement notre système de santé était en partie capable de s'adapter, mais qu'on avait peut-être encore une réflexion à avoir sur son agilité, sa transformation pour coller aux besoins. Et peut-être pour réfléchir, parce qu'en effet, on a bien vu que on a été obligé, par exemple dans les hôpitaux, et pas simplement, et partout d'ailleurs, en tout cas dans la première partie de la crise sanitaire, on a arrêté de faire ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire de soigner les gens à qui on avait affaire habituellement, pour se concentrer sur la crise sanitaire. Et on s'est rendu compte évidemment assez rapidement que ce n'était pas possible, parce que les personnes qui avaient des pathologies et qui avaient besoin du système de soins étaient encore là, et qu'on ne pouvait pas, nous, par contre, difficilement être à deux endroits. Donc, il y a vraiment une réflexion. Alors, ce faisant, on crée un désert médical d'une certaine façon. Et il y a eu beaucoup d'articles et beaucoup d'études qui ont montré que très probablement, il y a eu des retards de prise en charge de certaines pathologies, notamment cancéreuses, notamment chirurgicales, notamment en pathologie cardiovasculaire, des patients qui... Alors, évidemment, la situation a été complexe. Les gens avaient aussi redoutaient d'aller consulter, sont en partie restés chez eux alors qu'ils auraient consulté plus volontiers dans une autre période parce qu'ils avaient peur d'aller dans les lieux de soins, parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Indirectement, ils avaient aussi peur d'être contaminés sans doute parce qu'on n'a pas eu à tous les moments, vous vous en souvenez certainement, de quoi se protéger, les masques, voilà. Donc tout ça est assez complexe, mais quoi qu'il en soit, on voit bien comment une des dimensions du désert médical, c'est aussi celle qui consisterait à dire qu'il y a une offre de santé, il y a un besoin, et que le besoin dans une crise sanitaire, il peut se transformer brutalement et exploser brutalement. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à ce que notre système de santé soit davantage capable de se transformer en miroir de façon à davantage correspondre aux besoins d'une crise comme cette crise sanitaire dont on peut tout à fait imaginer qu'elle ne sera peut-être pas la dernière, et en tout cas que l'idée de pouvoir, avec les moyens qu'on a, être capable de réorganiser l'offre rapidement pour en permanence s'adapter aux besoins, quels qu'ils soient. Et je trouve, moi en tout cas, c'est une idée dont je n'avais jamais entendu parler. Et je trouve qu'elle a vraiment émergé à travers cette crise sanitaire. Après, évidemment, la crise sanitaire a aussi été l'occasion de mettre en exergue un certain nombre de solutions digitales qui ont été tout à fait pertinentes pour répondre à l'impossibilité de prendre en charge, par exemple, le suivi à domicile des patients Covid
qui a été assurée, en particulier, je parle de ce qui a été notre expérience à la PHP, de la plateforme Covidom, qui a été un énorme succès quand même, et qui est ni plus ni moins qu'une plateforme de télésuivi à domicile, enfin ni plus ni moins. C'était pas si simple à mettre en place, mais là, pour le coup, cette plateforme qui était prête à démarrer pour le télésuivi des patients chroniques à la PHP a été utilisée immédiatement pour suivre des patients Covid à domicile. Et on voit bien comment, et moi j'y ai participé de l'intérieur, parce que j'ai fait des vacations sur cette plateforme pour aller voir comment ça marchait justement. Et on voit bien comment le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, d'avoir des alertes, de pouvoir suivre à domicile des patients sur des paramètres finalement assez simples qui étaient leur fréquence respiratoire et leur état clinique et quelques éléments de leur état clinique décrit par les patients. Donc c'était quand même relativement simple, mais ça a quand même permis de réadresser au service d'urgence les patients qui étaient chez eux lorsqu'ils en avaient besoin. Et ça a surtout permis de prendre en charge des patients à domicile dans un niveau de sécurité et d'accompagnement pour lequel, très honnêtement, c'était vraiment frappant de voir comment les gens étaient rassurés. Et ils ont eu très largement l'occasion de le dire, les patients, d'envoyer des messages et de souligner combien cette présence, même si elle était virtuelle, avec des messages reçus tous les jours par texto ou par mail et la possibilité de parler à des soignants au téléphone, leur a permis de vivre cette maladie qui est quand même très angoissante, a fortiori quand on est tout seul chez soi. Donc on voit bien qu'il y a des succès très importants de la médecine, de la santé digitale, de la télémédecine qui ont été vraiment mis en exergue au cours de cette crise sanitaire. Alors, je ne sais pas, Olivier, si tu veux donner d'autres exemples ou continuer à aborder ce point de la crise, mais je pense que ça a mobilisé beaucoup de réflexions. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, oui, c'est un sujet absolument passionnant et on a découvert en effet plein finalement de moments où on se trouvait en désert médical. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler, parce qu'on s'est dit finalement, bien sûr, quand il y a une épidémie, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Une nouvelle épidémie. Donc, c'est normal qu'on se trouve dans un désert, finalement, un peu médical, où on n'a pas de solution sur ça. Mais par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels, comme le dit Corinne, on peut se préparer peut-être à une nouvelle crise sanitaire dans l'avenir, où là, par contre, des solutions, on va dire, génériques à toute crise devraient être déployées beaucoup plus rapidement. Exactement. Et comme vous dites, on passe beaucoup d'heures, on peut passer beaucoup d'heures à parler de ce sujet, on passe beaucoup d'heures à travailler, à s'instruire. Et donc, ça me conduit à une des parties qui m'a vraiment frappée dans votre ouvrage. C'est la partie où vous parlez du milieu scolaire, de la santé scolaire et de la médecine du travail, où vous évoquez des difficultés endémiques. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces problématiques et comment faire face à ce désert médical aussi? Oui, c'est un désert médical et pour tout vous dire, je pense que la population ne sait pas, je pense que nos citoyens ne savent pas que c'est un désert médical pour lequel le constat est accablant. Je crois que c'est un faible mot même. La santé scolaire, c'est un petit peu comme la PMI, c'est un dispositif qui est absolument crucial pour nos enfants en raison tout simplement des objectifs de dépistage qui sont obligatoires, donc universels, et en particulier à 6 ans et à 12 ans. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que la santé scolaire n'est pas au rendez-vous. On a moins d'un enfant sur 5, moins de 20% des enfants qui bénéficient d'une visite à 6 ans par des médecins scolaires, alors qu'elle est déterminante pour le début des apprentissages scolaires et qu'elle est donc, comme je disais tout à l'heure, en principe universelle. Le bilan infirmier est un peu mieux à 12 ans. Il a progressé ces dernières années. Il est réalisé pour 62% de l'ensemble des élèves. Donc, on n'est pas non plus au rendez-vous. Alors, pourquoi? Parce qu'au-delà de la litanie du manque de ressources, on est à contre-courant du bon sens. Et de toutes les organisations sanitaires, il y a un cloisonnement qui a été consacré comme principe d'organisation de la politique de dépistage à l'éducation nationale. Dans un arrêté de 2015, donc il est récent, il y a 5 ans, la visite médicale de la 6e année relève du médecin seul et uniquement du médecin, tandis que les seuls infirmiers sont chargés du bilan de la 12e année.
Donc, c'est évident que ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation absolument catastrophique? Je ne sais pas si vous, en tant que les uns et les autres, participants à ce webinaire, en tant que parents, vous êtes conscients de ça, mais c'est incroyable. Et donc, il y a eu, si vous voulez, face à ce désert médical endémique, il y a eu un rapport au vitriol qui a été fait par la Cour des comptes il y a récemment, je crois que c'est l'année dernière, mi-année, qui recommande, à juste titre, de retrouver une vision globale de la santé scolaire, d'apporter aux professionnels de santé des conditions de travail qui sont, on va dire, pour être gentil, sensiblement améliorées, de revoir le partage des tâches entre les médecins et le personnel infirmier. Et également, ce qui est très important, c'est d'articuler les dépistages obligatoires des gamins avec les dépistages qui sont réalisés en fait en médecine de ville et médecine hospitalière. Parce qu'en plus de ça, bien entendu, le cloisonnement est consacré entre cette médecine d'éducation nationale et la médecine en dehors de l'école. Et l'idée, c'est bien entendu, qui est clé, c'est de retracer dans le carnet de santé. On n'en parle pas souvent au niveau national de ça. Le carnet de santé de l'enfant, ce joli petit carnet que vous avez aujourd'hui papier et qui demain sera numérisé, qui soit intégré dans le dossier médical partagé, le DMP, et qu'il puisse, depuis son état de nourrisson en passant par la santé scolaire, le suivre pendant toute sa vie. Et là-dessus, une des solutions qui serait rapide et efficace, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée, donc vous retenez 1 sur 5. Et il faut savoir que le dépistage, le même dépistage, qui est fait par les enfants en école maternelle, donc en moyenne section, donc ils ont 4 ans, pardon. 4 ans. Ils ont un dépistage également ophtalmo à 3 ans qui est fait. On arrive à faire ce dépistage, tenez-vous bien, dans plus de 90% des écoles maternelles. Et de l'autre côté, on arrive donc quelques années plus tard donc, à l'école, parce que là, les écoles dépendent non plus, dépendent d'une autre éducation nationale, donc ça devient plus compliqué, d'accord? Et là, on chute complètement et on n'a pas ce dépistage qui est fait correctement. Donc, une des 10 idées qu'on défend, en tout cas, qu'on a défendu dans notre ouvrage, c'est de faire tout simplement ce qu'on fait en PMI, de le faire également à 6 ans. Donc, de déléguer aux conseils départementaux la suite de la prise en charge, ce qu'ils ont fait à 4 ans, et en particulier la visite médicale à 6 ans. Et en deuxième point, de déléguer aux infirmières, déléguer aux infirmières les actes qui aujourd'hui sont réalisés uniquement par des médecins et strictement par des médecins. Et enfin, de mettre en place la télésanté dans les infirmeries des collèges et des lycées. Il est évident qu'il y a beaucoup de prévention, il y a beaucoup d'informations médicales qui peuvent être faites en télésanté, avec ou pas d'ailleurs l'assistance d'une infirmière, parce que ce sont plutôt des femmes qui sont en scolarité. Voilà un petit peu, donc vous voyez un peu la scolarité, c'est quand on aborde ce sujet-là, on est catastrophé par la situation. Et le pire, c'est que voilà, la médecine, elle est ensuite sortie de l'école, le travail, c'est pas beaucoup mieux. Côté travail, qu'en est-il de la médecine de travail, Corinne? On va dire le point commun, c'est sans doute le vieillissement de la structuration de la santé au travail en France, qui finalement la manière dont ça a été mis en œuvre date de plusieurs décennies, à tel point qu'il y a une loi de modernisation en discussion, semble-t-il, à l'heure actuelle. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une grande disparité. D'ailleurs, la santé au travail est plus vécue comme une contrainte ou une punition. Quand on vous dit d'aller faire votre rendez-vous de santé au travail, ça vous embête plus qu'autre chose. Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la qualité, en fait, de ces médecines, de ces rendez-vous de santé. On sait bien qu'il y a à la fois certains professionnels qui sont dans des entreprises où ils ont accès à des bilans tout à fait complets, tout à fait qualitatifs. Et puis après, vous avez d'autres environnements professionnels dans lesquels vous avez une visite tous les X années et où l'on ne fait rien. Et ça rejoint vraiment, je trouve, la perspective de l'absence d'investissement vraiment sérieux dans la prévention et dans l'éducation à la santé en France. C'est-à-dire que dans beaucoup de disciplines, et si je parle pour la néphrologie, nous, on a perdu en 20 ans
des tas de moyens simples de dépister des maladies rénales qui sont particulièrement silencieuses. Les examens d'urine qu'on faisait à l'école, par exemple, à une époque, permettaient de retracer dans la vie d'une personne l'existence d'albumine dans les urines. Après, évidemment, on avait un autre point pour les hommes qui était le service militaire, où on savait qu'il y avait quelques examens qui étaient faits, prendre la tension, dépister la pression artérielle, enfin, toutes ces affaires-là, en fait, nous reconnectent énormément avec des stratégies de prévention qui sont totalement laissées à l'abandon. Donc, on voit aussi que là, on est dans un espèce de désert médical qui aurait vraiment intérêt à se moderniser et qu'on peut, et on les a intégrés dans l'ouvrage, toutes ces questions-là, parce que finalement, réfléchir à l'ensemble de ces situations de la même façon, ça peut aussi permettre de faire émerger des solutions pour une situation de désert médical. Ça peut aussi répondre peut-être à d'autres situations. Et comme l'a dit Olivier à l'instant, on voit bien que là aussi, la place de la télémédecine est peut-être aussi assez importante pour répondre à ces vides, ces espèces de situations de vide médical dans lesquelles on est, que ce soit dans l'éducation des enfants, à l'école ou bien dans la santé au travail. Merci Olivier et Corinne d'avoir pris le temps de répondre à cette question stratégique. Alors, si nous avançons un peu plus dans votre ouvrage d'excellence, j'ai mis les liens notamment de la FNAC et de la presse EHESP dans le fil de discussion pour les personnes qui souhaitent approfondir ce sujet. Selon vous, la prise en charge de la dépendance comporte des failles. Peut-on s'arrêter 2 minutes sur ce point et pouvez-vous nous en dire davantage? Je prends la main, Corinne, sur ce sujet, Oui. pour démarrer en tout cas. Oui, en effet, il y a des failles, Julien. C'est intéressant de voir que les seniors en perte d'autonomie, je parle en perte d'autonomie, vont augmenter les prévisions prévoient 60% dans les 30 prochaines années. Donc en 2050, il faut compter qu'il y ait 4 millions de personnes de plus de 60 ans en perte de capacité physique et cognitive. Donc c'est quand même énorme par rapport aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 2,5 à peu près, 2,5 millions. Alors en fait, il y a deux cas de figure en dépendance. C'est assez complexe. Le premier cas, c'est le domicile, l'accompagnement à domicile, qui pâtit d'un manque de coordination. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve, si vous voulez, en particulier à domicile, avec un nombre important d'acteurs autour de la personne donc en perte d'autonomie, à savoir des acteurs sociaux, des acteurs sanitaires, des acteurs médico-sociaux, des libéraux, des hospitaliers, l'HAD, donc autour de la personne. Et en fait, il est très, très complexe d'arriver à rendre fluide le passage de témoins dans l'ensemble du parcours du patient, sachant qu'en plus, la personne passe souvent du domicile aux établissements, qui soient institutions ou qui soient établissements de santé. Et c'est complexe, les démarches sont compliquées également. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que les Français en particulier, mais de manière globale, les Européens d'ailleurs, plébiscitent le maintien à domicile. Ils plébiscitent ce maintien à domicile, mais malheureusement, le système actuel génère trop souvent des ruptures dans la prise en charge entre le domicile, la médecine de ville, l'hôpital et l'EHPAD. Donc, il est important sur le domicile d'arriver à coordonner. D'ailleurs, le numérique, très clairement, est peut-être, je pense, la seule solution pour arriver à coordonner en fait l'ensemble des acteurs. Et le deuxième modèle, c'est les établissements, les institutions ou les EHPAD. Si on prend par exemple l'EHPAD, il est évident que en EHPAD, c'est un établissement où l'entrée, la trajectoire, si vous voulez, du médico-social est en pleine mutation. Il est très très important d'arriver à ce que le numérique permette de trouver en fait une solution sur les EHPAD, et ce à plusieurs niveaux. Si on prend aussi bien, d'ailleurs on pourrait prendre le handicap comme la perte d'autonomie sur l'ensemble. Il y a à la fois la partie sanitaire avec la télésanté, où là c'est absolument indiscutable. La télésanté contribue à la fluidité du parcours, et toutes les études montrent que la télémédecine en particulier a un avantage certain, que ce soit pour les patients avec une qualité de vie indiscutable en simplifiant l'accès aux soins,
en évitant les déplacements. C'est extrêmement stressant au milieu de la nuit de partir en urgence. C'est risqué donc, pour les personnes qui sont en établissement. C'est également, ça simplifie la vie des soignants. C'est une image positive pour l'établissement. C'est également important pour les urgences parce que ça permet d'éviter l'embolisation des urgences de manière inutile. Et en plus, pour l'assurance maladie, au passage, ça permet de réduire les coûts de transport et d'hospitalisation. Donc, ça a de gros avantages au niveau santé. Mais également, c'est intéressant pour tout ce qui est autour du maintien du lien social. Le numérique peut aider beaucoup sur tout ce qui est, on l'a vu pendant le Covid, pendant la crise Covid, en particulier au mois de mars-avril, toute la distribution de tablettes qui a eu lieu. Nous, par exemple, on a distribué 200 tablettes sur l'ensemble des territoires, 400 sur les 2 départements. Ça a été le cas dans toute la France, que ce soit des assos, des départements, des entreprises, les ARS, enfin tout le monde s'y est mis. Et en fait, on s'est aperçu que le maintien du lien social a très bien fonctionné pour être en contact avec les familles. Par contre, pour la téléconsultation, avec les médecins traitants ou avec les médecins co, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, le lien social, ça fonctionne. Et enfin, il y a le 3e axe qui peut être intéressant pour les établissements, c'est tout ce qui est animation pour la mémoire et pour l'éveil sensoriel. Donc, en fait, pour le médico-social, il y a les services dont on vient de parler, mais également un gros travail de l'État sur l'information, la formation, même l'engagement du changement, et en particulier d'investir très fortement dans le système, la formation, le système d'information, et même d'imposer aux établissements médico-sociaux le volet système d'information, par exemple dans les CEPOM, dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, que ce soit un engagement d'établissement à investir dans les systèmes d'information, quitte à mutualiser les compétences, mutualiser les systèmes, les DSI partagés, des plateformes de services clés en main, et bien entendu d'adapter les services socles, les référentiels socles, qui sont donc proposés dans la feuille de soins Ma Santé 2022. Vous voulez peut-être compléter, Corinne ? Oui, alors il y avait, on pourrait parler aussi de la même façon de la santé mentale. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que la santé mentale pouvait tout à fait être décrite comme un désert médical. On a toujours l'impression que les patients qui sont pris en charge pour des pathologies de santé mentale, quelles sont leurs causes de décès en fait, si on se pose la question. On imagine qu'on est plutôt dans des suicides, de l'accidentologie ou des choses comme ça, de la toxicomanie, etc. Mais pas du tout, en fait. Il y a une mortalité, on va dire, organique liée à des maladies chroniques qui est excessivement présente chez les personnes qui sont traitées pour pathologie mentale. Ça fait l'objet d'une surmortalité dans le monde qui est importante puisqu'elle a été estimée à plusieurs millions, voire 8 millions environ de personnes. Alors c'est peut-être assez difficile à estimer, mais en tout cas c'est pour donner une idée de l'importance en fait de ce sujet. Et il y a par contre des études tout à fait sérieuses qui démontrent que l'espérance de vie d'une personne qui est traitée pour une pathologie mentale est de 10 ans inférieure à celle d'une personne de même âge dans la population générale. Alors pourquoi ? Bien entendu, on est en France dans une sectorisation des prises en charge pour des patients qui ont besoin de soins tout à fait spécifiques en psychiatrie, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils vieillissent, ont tout autant besoin de soins médicaux, de médecine générale ou de médecine spécialisée, de chirurgie, de kinésithérapie, etc. Et ça devient beaucoup plus difficile. Alors, les raisons, évidemment, elles sont multiples. Il y a plein de raisons pour expliquer qu'on ne sache pas bien prendre en charge pour des pathologies organiques des patients qui ont une pathologie mentale. D'abord, ce sont des patients qui peuvent avoir une expression parfois de leurs symptômes, une façon d'échanger, de communiquer qui n'est pas forcément simple pour des professionnels de santé qui ne sont pas formés à ces pathologies. Ce sont des patients qui ont des facteurs de risque particuliers qu'il faut connaître. C'est-à-dire que, entre autres, par exemple, pour donner un exemple, le monde de la santé mentale, c'est souvent un domaine dans lequel il y a beaucoup d'intoxication tabagique, des comportements alimentaires particuliers, souvent peu d'activité physique, etc. Donc, il y a des facteurs de risque très particuliers. Et puis, il y a une espèce de difficulté, et on voit des exemples tous les jours. Un patient qui arrive aux urgences et qui a une pathologie type schizophrénie, par exemple, et qui vient pour une fracture de cheville,
Qu'est-ce que vous en faites une fois qu'il a été vu par l'orthopédiste aux urgences? Est-ce que vous le remettez dans un service d'orthopédie où les orthopédistes vont avoir les plus grandes difficultés à prendre en charge le traitement de fond de ce patient, une éventuelle décompensation au plan psychiatrique ou une difficulté psychiatrique à vivre un événement douloureux, un traumatisme, etc., le changement d'environnement, un stress lié à l'hospitalisation, ou bien est-ce que vous mettez ce patient dans un secteur de psychiatrie où on pourra tout à fait bien cadrer ses besoins en termes de traitement psychiatrique, mais peut-être beaucoup moins en termes de kinésithérapie ou en termes de gestion. Donc en fait, on est constamment confronté à ce genre de pathologie, et en fait, la santé mentale, on pourrait dire, est quelque part, d'une certaine façon, un désert médical pour lequel il faut aussi s'asseoir autour d'une table, parce que c'est un sujet qui est évidemment, les gens qui sont. Il y a des tas de gens qui ont des initiatives tout à fait merveilleuses dans ce domaine, mais on n'en parle pas suffisamment. Et je pense que l'idée de regrouper toutes ces situations sous l'égide d'une certaine forme de désert médical pourrait permettre sans doute plus facilement de mobiliser des énergies pour essayer d'y répondre. Voilà, c'était aussi l'objet de faire rentrer ces situations un peu particulières qu'on vient de citer ensemble dans le grand chapeau, on va dire, du désert médical. C'est vrai que c'est un sujet qui est très méconnu du grand public et même des patients qui ne sont pas concernés par ces pathologies. Et merci d'en avoir parlé dans votre ouvrage, c'est vraiment très intéressant et percutant. Alors, le temps file. Nous avons une question de Evelyne Kratz qui a été posée dans le chat. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de questions, que ce soit sur les réseaux, par mail ou sur le chat. Nous allons prendre celle d'Evelyne. Qu'en est-il de la télémédecine dans les départements d'outre-mer pour répondre à la demande patient? Comment cela s'organise avec des médecins de la métropole? Voilà. Question ouverte. Corinne, Olivier. Olivier, tu veux prendre la main là-dessus? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, on peut dire hors métropole, c'est ça, Julien, la question, hein? Oui. Exactement. D'accord. Donc, on peut même l'élargir, d'ailleurs, hors métropole et même hors France, d'ailleurs. C'est ça qui peut être également intéressant. On s'aperçoit qu'en fait, la demande n'est pas exactement la même. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la demande en télésanté dans les DROM et également plus largement dans les pays du Sud, elle est beaucoup, la demande, ils n'ont pas trop de problèmes en ce qui concerne les médecins généralistes sur place, mais par contre, ils ont besoin de spécialistes. Comme le disait Corinne tout à l'heure, la difficulté, c'est de trouver des spécialistes. Et il est absolument impossible dans tous les territoires d'arriver à avoir toutes les spécialités proches de chez soi. Donc en fait, la demande, elle est beaucoup plus orientée sur les spécialités médicales que sur la médecine générale, qui elle-même est une spécialité, bien entendu, aujourd'hui. Est-ce que je peux répondre, Pierre Simon? Pierre. Oui. Alors, moi, je connais bien l'outre-mer. J'ai beaucoup travaillé sur Saint-Pierre-et-Miquelon, sur Mayotte, et puis également sur les Antilles. En fait, il n'y aura jamais, disons, le quota de spécialistes qui permettra de répondre aux besoins de la population pour des raisons que je pense que Corinne et Olivier connaissent bien. C'est que on ne fait bien ce qu'on pratique souvent. Hein, et que, par exemple, pour avoir travaillé sur Saint-Pierre-et-Miquelon, où ils ont suffisamment de médecins généralistes pour 6 000 habitants, il n'y a pas de spécialistes, en fait, hein, et aucun spécialiste ne viendra, et notamment même des spécialités de base comme l'anesthésie ou la chirurgie, parce qu'il n'y a pas une activité suffisante. Hein. Et je crois qu'on connaît aujourd'hui cette notion qu'on ne reste compétent que si on a une activité suffisante. Hein. Et ça, c'est le problème de l'outre-mer. Et voilà, donc je voulais apporter ça au débat. Et on le retrouve à Mayotte. Alors Mayotte, en dehors de la question de sécurité, il y a bien sûr l'hôpital qui joue le rôle, disons, de spécialité de base, hein, mais le programme que l'on développe à Mayotte, en particulier donc avec la télémédecine, c'est de faire effectivement venir les spécialistes de l'île de la Réunion. Il y a déjà des missions qui viennent régulièrement à Mayotte du CHU de la Réunion, et il y a donc des débuts de pratiques de télémédecine entre le CHU de la Réunion,
même certaines cliniques privées de La Réunion et Mayotte. Voilà. Mais je pense qu'on n'aura jamais une présence physique suffisante dans ces pays. Hein. Absolument. D'ailleurs, ça pose. On voit bien que on pourrait très bien imaginer que la télémédecine donne la possibilité à des patients n'importe où dans le monde de consulter des soignants n'importe où dans le monde. Alors là, on voit tout de suite les freins aussi, c'est-à-dire que et c'est sans doute une des raisons pour laquelle réglementairement la téléconsultation médicale a été cadrée au départ, finalement, en copiant son fonctionnement sur un modèle présentiel, on peut dire quelque part. C'est-à-dire qu'on a ouvert la télémédecine à condition que ce soit avec votre médecin, dans votre quartier, avec quelqu'un que vous avez vu au moins il y a 6 mois. Et c'est parce qu'on a aussi des problématiques de prise en charge de sécurité sociale, de remboursement des actes, etc. Si on imagine demain que des médecins n'importe où dans le monde pourraient, sous réserve qu'ils parlent la langue de leurs patients, pouvoir donner des avis à distance, et ça existe déjà. Hein. Il y a des plateformes de télémédecine qui se sont montées ailleurs qu'en France et qu'on peut consulter à partir de France, mais ça pose des problématiques qui sont liées aussi à la prise en charge et au remboursement des actes médicaux qui dépassent l'Hexagone et qui probablement vont être amenés à évoluer. Je ne sais pas vraiment comment pour l'instant, mais c'est un frein majeur de toute façon à ces questions-là. Alors, il y a également un débat, je me permets de reprendre la parole, là, parce que des études épidémiologiques, notamment réalisées par une épidémiologiste américaine qui a beaucoup étudié les pays de l'OCDE, a montré que tous les pays de l'OCDE où les soins primaires diminuaient en termes d'organisation avaient des mortalités précoces beaucoup plus élevées. Bien sûr. Hein, et que des pays comme à l'est de l'Europe, par exemple, si vous prenez le ratio entre spécialistes et médecins généralistes, par exemple en Pologne, vous avez 80% de médecins généralistes pour 20% de médecins de soins primaires. Et donc, on voit bien que le débat qui doit exister aujourd'hui, c'est celui quel est le bon ratio entre les médecins de soins primaires et les médecins spécialistes. Et moi, je suis d'accord, Corinne, qu'il peut y avoir des plateformes, disons, de par le monde pour avoir des avis de spécialistes, mais ça ne sera jamais des plateformes de soins primaires. Hein, je pense que ce sera des plateformes de spécialité, parfois pointues, qui donneront des avis ou qui seront je dirais, des avis complémentaires d'avis déjà donnés. Mais voilà, je pense que la grande question, c'est les soins primaires. Et je vois par exemple la Chine qui veut augmenter son espérance de vie disons, qui est en moyenne aujourd'hui de 74 ans à 78 ans d'ici 2030, eh bien, il joue la carte des soins primaires, parce qu'il n'y a pas de médecine libérale donc en Chine. C'est l'hôpital qui devait tout faire, et en fait, l'hôpital est plein de spécialistes. Et donc, ils ont aujourd'hui des grandes plateformes de médecins de soins primaires qui sont portées par les BATX chinois. Et qui travaillent en batterie. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention et ce complément, Pierre Simon. Alors, nous allons prendre une dernière question là, qui est posée par Alberto Parada. Au-delà de la téléexpertise, qu'en est-il des téléconsultations augmentées, notamment avec l'utilisation des IoT et qui ne nécessitent pas de faire déplacer ni le patient ni le médecin? Et je continue sur un commentaire d'Evelyne. Donc, la télémédecine est un outil pour résorber les déserts médicaux. Par contre, la couverture numérique est la première solution. Donc, est-ce qu'il y a une couverture suffisamment intéressante? Et donc, est-ce que ça permet de se servir des IoT? Donc, j'essaie de rentabiliser le temps et de fusionner les deux questions. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, bien sûr que le frein, ça va être la couverture. Enfin, un des freins, ça va être la couverture numérique, mais on a envie de dire qu'on devrait raisonnablement pouvoir répondre à cette question-là dans un avenir proche, parce que c'est vrai qu'il y a certaines régions, certains endroits où c'est ça la première difficulté.
Pour la question de la téléconsultation augmentée, je pense que c'est un débat tout à fait complexe et intéressant. Parce que d'abord, ce n'est pas simplement une question de déplacement, à mon avis, c'est-à-dire que la téléconsultation en soi permet aux gens de donner un avis médical à un patient sans se déplacer. Donc si la question c'est qu'apportent les objets connectés à cette histoire-là, je pense qu'on est encore dans un environnement actuellement où on est plus passionné par l'objet que par son usage, et on est plus excité par l'idée de créer un objet connecté, et peut-être au détriment de se poser la question de à quoi il va servir. Et donc, en tout cas, moi, c'est ce que je vois dans mon environnement hospitalier, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir à l'instance publique dans un certain nombre de projets, c'est-à-dire de se dire il ne va pas falloir se laisser déborder par des tas d'outils numériques qui vont enregistrer des tas de trucs si ça n'apporte pas une valeur ajoutée et si ça n'est pas dans l'objectif de ce que l'on veut faire. Donc c'est peut-être la première remarque que j'aurais envie de faire, c'est-à-dire de dire ne perdons pas la finalité, ne perdons pas l'importance de l'usage de ces solutions connectées, de ces outils connectés. Après, il est évident qu'il y a déjà des exemples et on a des cabines de téléconsultation dans lesquelles on peut se prendre la tension, la température et on voit bien comment on va développer cette capacité à pouvoir se rendre sur place dans un lieu où on n'aura pas seulement un professionnel de santé en visio ou au téléphone, etc., mais aussi la possibilité de transmettre. Et ça, je pense qu'on va être dans une explosion de solutions potentiellement. Mais encore une fois, il me semble que le risque majeur de cette approche, c'est de se laisser convaincre par un objet parce qu'il est connecté, en ne se posant pas la question de savoir à quoi il sert. Voilà. Parce que sinon, ça va être déployer beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens financiers et pour des choses très complexes et pour en être peut-être déçu ensuite si ça n'apporte pas une valeur ajoutée en termes de soins. La finalité, c'est le soin. Voilà. C'est la pertinence, voilà, plutôt, c'est ça le terme. Absolument. D'ailleurs, je complète juste sur des cabines qui proposent en général une dizaine de dispositifs médicaux connectés. On s'aperçoit dans la réalité en soins primaires qu'il en suffit de 2. Hein, tout simplement, tensio, stéto, l'ECG éventuellement c'est un cardio, voilà. Et tous les autres sont plus des gadgets, si vous voulez, d'ordre commerciaux que véritablement utiles pour les médecins. Et lorsqu'on se pose la question, finalement, on les limite de manière drastique. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à l'ensemble des participants d'avoir interagi, d'avoir posé leurs questions. J'espère que nous avons pu répondre à un maximum d'entre elles, qu'on a essayé de répartir en respectant un petit peu l'architecture de l'ouvrage. Et si vous avez besoin de plus de compléments, évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Olivier Babinet et de Corinne Isnarvanis directement. Un grand merci, Corinne et Olivier, de votre disponibilité ce soir. Merci Nada, merci Julien. Merci, Nada. Merci à Julien, merci à vous tous. Avec plaisir, merci Julien d'avoir co-animé cette session, c'est un vrai plaisir. Merci Nada. Merci aussi au docteur Pierre Simon qui apporte son approche toujours aussi pertinente et pointue. Donc, nous souhaitions le saluer de la part de l'ensemble de l'équipe. Merci encore Corinne et Olivier d'avoir partagé votre expertise au sein de la communauté. N'hésitez pas à prolonger l'ensemble des échanges, comme le disait Nada, sur les réseaux. Et puis, le replay arrivera très bientôt sur la chaîne YouTube, afin que vous puissiez revoir et partager ce moment plutôt agréable. Merci. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir à tous les participants et merci encore. Bonne soirée.